Chapitre: Comment expliquer l'engagement politique dans les sociétés démocratiques? Voyons comment nous allons traiter ce chapitre. Dans une introduction, nous définirons l'engagement politique et nous verrons qu'il prend différentes formes. Ensuite, nous nous demanderons si l'engagement politique est toujours efficace. Dans une deuxième partie, nous nous demanderons si tout le monde s'engage en politique et sinon pourquoi. Enfin, dans une troisième partie, nous nous intéresserons aux personnes qui s'engagent politiquement et nous nous demanderons dans quel but, pourquoi et comment s'engagent-ils, avec quels outils, avec quelles armes. Commençons par une introduction sur l'engagement politique en donnant une définition. L'engagement politique, c'est l'ensemble des activités menées par des groupes d'individus susceptibles de modifier le fonctionnement de la société. Donnons des exemples pour faire vivre cette définition. Tout d'abord, l'engagement politique peut prendre la forme du vote, aussi appelé la participation politique conventionnelle. Le vote, vous êtes familier avec, vous en entendez parler, c'est le fait qu'une personne se déplace le jour d'une élection, le jour d'un scrutin politique, pour voter pour un candidat qu'elle soutient. Pourquoi? Parce que ce candidat a un programme, des idées politiques qui sont en conformité avec ses valeurs, par exemple. Autre forme d'engagement politique, un peu plus engageant, qui demande un peu plus effectivement de temps, d'énergie, c'est le militantisme. Le militantisme, c'est le fait d'adhérer soit à un parti politique, soit à un syndicat, soit à une association. Dans les trois cas, il faut payer une somme d'argent, ce qu'on appelle une cotisation, pour être membre de cette organisation. Et une fois membre de cette organisation, il faudra aussi donner de son temps, de son énergie, pour le cas des partis politiques, distribuer des tracts, coller des affiches dans la rue. Pour le syndicat, faire grève et se confronter à l'employeur s'il y a un désaccord concernant les conditions de travail. Et enfin, dans les associations, faire connaître la cause à d'autres personnes. Il existe une troisième forme après le vote, le militantisme, de forme d'engagement politique, il y a la consommation engagée. La consommation engagée, c'est une tentative de modifier le fonctionnement de la société par sa consommation, par l'achat de biens et services. Voyons deux modalités de cette consommation engagée. Tout d'abord, le boycott. Le boycott, c'est le fait de s'interdire, de se priver donc de la consommation de biens et services, car on considère que la production de ces biens contrevient, est en désaccord avec nos valeurs. Par exemple, le refus de consommer des biens en provenance d'Asie et d'entreprises qui utilisent des enfants, par exemple, dans leur usine. Donc les personnes vont s'interdire de produire ces biens. Deuxième modalité d'engagement dans la consommation, c'est le contraire, c'est le boycott cette fois, le fait d'acheter certains biens parce qu'ils ont des caractéristiques, comme par exemple le bio, car on considère que les producteurs seront mieux payés et les animaux mieux traités par exemple. Petit récapitulatif, l'engagement politique prend donc plusieurs formes. Tout d'abord, la participation politique conventionnelle, c'est le vote. Ensuite, on a vu le militantisme, l'engagement donc politique, en adhérant soit à un parti, à un syndicat ou à une association. Enfin, la consommation engagée avec le boycott ou le boycott. Attention aux deux termes à ne pas confondre. Le point commun entre ces différentes formes d'engagement, c'est qu'il y a toujours un coût. Il y a un coût déjà en termes monétaires. Il faut parfois adhérer à un syndicat, à une association, où le fait de manger des produits bio, ça n'est pas gratuit. Ensuite, les militants vont donner de leur temps et de leur énergie dans une cause. Donc voilà, l'engagement politique, il a toujours un coût. Première partie, l'engagement politique est-il toujours efficace? Alors nous verrons dans une première sous-partie que l'existence de passagers clandestins met en échec l'action collective, mais que heureusement il existe des moyens pour que l'action collective ou l'engagement politique soit couronné de succès. Nous verrons les incitations sélectives et les rétributions symboliques. Enfin, nous verrons que la structure des opportunités politiques permet aussi d'expliquer l'échec ou la réussite d'une action collective. Alors, dans cette sous-partie, je vais essayer de vous expliquer le paradoxe de l'action collective. Imaginez que vous êtes salarié dans une entreprise. Vous souhaitez une augmentation de salaire. Vous allez alors toquer à la porte de votre employeur et lui expliquer que vous êtes plutôt efficace, que vous êtes un bon élément et qu'il devrait vous payer plus. Ça a peu de chances d'arriver, ça peut marcher, ça peut fonctionner, mais
il n'y a aucune garantie que ça fonctionne. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas dans un rapport de force avec votre employeur. C'est lui votre patron, et donc vous ne pouvez pas lui imposer cette augmentation de salaire. Mais ce que vous pouvez faire, c'est parler à d'autres collègues et vous dire, mais vous, si on s'alliait, si on se mettait tous ensemble face à lui, et pour finalement l'obliger à améliorer les conditions de travail et à vous payer plus. Parce qu'effectivement, si vous êtes 50 salariés et que vous êtes tout seul, vous ne pesez pas lourd. Mais s'il y en a 45 sur 50 qui vont face à lui, l'employeur sera alors en position de faiblesse et vous allez peut-être bénéficier effectivement de meilleures conditions de travail et d'un meilleur salaire. C'est le principe en fait de l'alliance et de la coalition de salariés entre eux. Le problème, c'est que parfois ça ne fonctionne pas. On va voir pourquoi. En fait, vous êtes tous partants dans votre entreprise pour faire grève. Vous vous imaginez déjà, la semaine prochaine, vous faites grève, et comme vous arrêtez de produire, eh ben, votre employeur il n'est pas satisfait. Et donc, il va peut-être vous donner gain de cause et vous octroyer, vous donner une prime ou un salaire plus élevé. Mais en fait, ce qui va se passer, c'est que sur les 50 salariés de votre entreprise, vous êtes 45 à dire que vous faites grève. Petit à petit, certains vont se dire, mais pourquoi je ferais grève? Faire grève, si vous ne le savez pas, si vous faites grève un jour, vous perdez votre jour de salaire. Donc ça vous fait perdre de l'argent. Et bien certaines personnes vont se dire, bah, allez, on est encore 45 à faire grève, moi je ne vais pas faire grève. Voilà, je vais aller travailler tranquillement, je ne vais pas perdre ma journée de travail, je vais avoir mon salaire. Et puis, comme ils seront 44 autres à faire grève, il y a de fortes chances que ça réussisse, ils auront l'augmentation de salaire. Qu'a fait notre personne là? En fait, elle s'est comportée comme un passager clandestin, c'est-à-dire qu'elle n'a pas participé à l'action collective, elle n'a pas subi le coût de l'action collective, c'est-à-dire le fait de perdre une journée de salaire. Par contre, elle a bénéficié des avantages acquis par les autres, l'augmentation de salaire. Et ça, c'est un passager clandestin. Et là, vous allez me dire, et alors? Mais le problème, c'est que si tout le monde se comporte comme ça, comme un passager clandestin, ce qui va se passer, c'est qu'à la fin, il n'y aura plus personne pour faire grève. C'est ce qu'on appelle le paradoxe de l'action collective. Dans un premier temps, tout le monde est partant pour faire grève, et petit à petit, chacun va penser individuellement qu'il est dans son intérêt de ne pas faire grève, mais de laisser faire grève les autres pour avoir les avantages, la hausse de salaire. Sauf que si tout le monde se comporte comme un passager clandestin, à la fin, il n'y a plus personne qui mène l'action collective, plus personne ne fait grève, et alors il n'y a aucune avancée pour les salariés. Heureusement, il y a des solutions pour éviter les phénomènes de passagers clandestins. Première solution, les incitations sélectives. Donc les incitations sélectives, ce sont des stratégies mises en place par des organisations comme les syndicats pour éviter les comportements de type passager clandestin. Il existe deux types d'incitations sélectives. Tout d'abord, les incitations sélectives positives, qui sont en fait des récompenses. Elles viennent récompenser les individus qui sont membres des syndicats et ceux donc qui participent à l'action collective. Par exemple, certains syndicats vont prendre en charge les soins de santé, les dépenses de santé de leurs membres. Comme ça, ce sont des dépenses que les individus n'ont pas à subir. C'est une forme de récompense que le syndicat met en place. Deuxième type d'incitation sélective, les incitations sélectives négatives. Là, ce ne sont pas des récompenses, ça va être finalement des sanctions. Ça va être des inconvénients, des désavantages pour ceux qui n'ont pas adhéré au syndicat ou pour ceux qui n'ont pas fait grève, qui n'ont pas participé à l'action collective. Et l'exemple qu'on peut donner, qui a souvent été courant lors de grève, c'est d'intimider, de menacer, de mettre une forme de pression sur ceux qui ne font pas grève, sur ceux qui ne participent pas à l'action collective. Donc pour reprendre, les incitations sélectives positives, ce sont des récompenses pour ceux qui ont participé à l'action collective, des avantages, et les incitations sélectives négatives, ce sont des désavantages, des inconvénients pour les passagers clandestins. Et donc, quel est l'objectif? Eh bien, c'est d'inciter les individus à être membres de l'action collective du syndicat et désinciter, empêcher de se comporter comme des passagers clandestins. Après les incitations sélectives, voyons les rétributions symboliques. Alors, les rétributions symboliques ou gratifications immatérielles, ce sont des récompenses morales, des plaisirs ou des satisfactions qui découlent du fait de participer à l'action collective. Donc, le fait de faire grève va vous apporter certaines choses qu'on va voir tout de suite, et ce sont des rétributions symboliques, des plaisirs personnels, des
satisfaction personnelle. Donc lorsque vous participez à une action collective, par exemple une grève, en fait, vous vous unissez aux autres. Et vous vous unissez en plus dans un combat. Rien que ça vous donne un sentiment d'intégration, un sentiment d'appartenance à un groupe, ce qui est plutôt valorisant. Ensuite, le fait de combattre ou de lutter pour de meilleures conditions de travail, etc., surtout si vous avez gain de cause et que vous obtenez de meilleures conditions de travail, ce qui va se passer, c'est que vous allez être fier de vous et fier des autres avec qui vous vous êtes battu. Et donc il va y avoir un sentiment de fierté, un sentiment de dignité. Et certains historiens ont montré, par exemple, que durant la Révolution française, ces anonymes qui ont remis en cause et qui ont causé la chute de la monarchie, c'était des personnes anonymes. Et sentir qu'on fait l'histoire, qu'on est important, cela nous rehausse à nos propres yeux. Enfin, le fait d'être uni avec d'autres personnes, le fait de rencontrer d'autres personnes, permet le développement de liens affectifs et de la sociabilité, ce qui, pareil, est un plaisir, une récompense personnelle. Donc pour reprendre les rétributions symboliques, c'est des récompenses morales, telles que un sentiment de fierté, la joie, l'estime de soi dans le combat politique, mais aussi le développement de relations affectives et d'une sociabilité. Dernier élément qui peut expliquer la réussite ou non de l'action collective. C'est ce qu'on appelle la structure des opportunités politiques. Là, je vous vois déjà avoir mal à la tête, c'est quoi cette notion? Vous pouvez la traduire par le contexte politique. En fait, le contexte politique, ou cette structure des opportunités politiques, recouvre 4 éléments. Tout d'abord, le degré d'ouverture du système politique. Si vous êtes dans un système où il existe plusieurs partis, et que c'est un système démocratique, alors le gouvernement sera ouvert aux revendications sociales. Et le mouvement social aura des chances de connaître un succès. En revanche, si c'est une dictature, les mouvements sociaux ont très peu de chances de connaître un succès. Deuxième élément, le degré de stabilité des alliances politiques. Est-ce que le gouvernement, qui est composé de plusieurs ministres, est uni? Si le gouvernement est uni et fait bloc, alors les mouvements sociaux, les manifestants, les syndicats et les autres partis et autres associations auront du mal à gagner et l'action collective connaîtra un échec. En revanche, si le gouvernement est divisé, alors le mouvement social pourra utiliser ces divisions dans le gouvernement pour asseoir ses revendications et faire en sorte que le gouvernement y réponde. Troisième élément, l'influence des relais du mouvement. Si le mouvement social est soutenu par des personnes médiatiques, alors leurs revendications vont avoir un relais dans les médias et ce mouvement va gagner en visibilité. Par exemple, si un prix Nobel d'économie soutient des ouvriers grévistes dans une usine, ce mouvement social a plus de chances de réussir. Enfin, dernier élément, la capacité et même la volonté de l'État à répondre aux revendications du mouvement. Un exemple, avant la crise Covid, le gouvernement voulait diminuer les dépenses à l'hôpital, faire des économies dans le budget de l'hôpital, et refuser toute augmentation de salaire au personnel soignant, etc. Avec la crise Covid, les revendications salariales des infirmiers, des aides-soignantes et puis des personnes dans les EHPAD, ces revendications peuvent être satisfaites par l'État. Le contexte de la crise sanitaire a rendu ce mouvement social efficace. Petite synthèse, l'engagement politique est-il toujours efficace? Alors pas toujours à cause des comportements de passagers clandestins, ça c'est ce que je vous ai expliqué avec le paradoxe de l'action collective, mais les incitations sélectives, donc qui sont des stratégies mises en œuvre par les organisations telles que les partis, les associations et les syndicats, ces incitations sélectives incitent à s'engager dans le mouvement. On distingue les incitations sélectives positives et négatives. Il faut aussi compter sur les rétributions symboliques qui encouragent l'engagement politique. Enfin, la structure des opportunités politiques, autrement dit le contexte, influence le succès ou l'échec du mouvement. Nous avons vu l'ouverture du système politique, les relais du mouvement, la stabilité des alliances politiques et la capacité de l'État à répondre aux revendications.